Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Une fois de plus, nous allons parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays. Vous le savez, la RDC est agressée par son voisin, à savoir le Rwanda. Et pour en parler justement, madame, monsieur, je reçois pour vous Isidore Ndaïwel, historien et professeur émérite de l'université de Kinshasa, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. C'est un honneur pour nous, Télé 50. C'est un devoir pour moi. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord avoir votre réaction, parce que vous êtes une grande personnalité de ce pays, sur l'appel à la mobilisation lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi. On voit que ça commence déjà à produire des effets au sein des états-majors des partis politiques. Il y a des marches qui sont organisées pour soutenir l'armée. Il y a même des jeunes qui ont accepté d'intégrer l'armée, qui sont en train de pouvoir s'enrôler. Quelle est votre réaction par rapport à cet appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État? Je pense que c'est un événement exceptionnel. Mais laissez-moi d'abord dire toute ma solidarité et mon soutien évidemment aux forces combattantes des FARDC qui sont au front, et naturellement aussi exprimer toute ma compassion pour les victimes. Mais je pense que ce que nous vivons ces derniers jours est tout à fait exceptionnel. C'est vraiment providentiel qu'il y ait un tel engouement. Et je crois que nous sommes en train de vivre un de ces temps forts qui arrivent très rarement dans notre pays, où vraiment tout le monde est unanime pour une cause. Et je pense qu'il faudrait vraiment en tirer profit pour que, pour une fois, on puisse aller le plus loin possible et en terminer avec cette situation. Pensez-vous que cet appel à la mobilisation peut changer quelque chose? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Parce que le pays est agressé. Bon, la mobilisation est un point de départ. Il y a maintenant des efforts à mener sur le plan militaire. Et je pense que c'est en cours. Et c'est bien amanché. Ça se passe plutôt bien. Il faudrait sans doute alors ajouter à ça d'autres efforts, notamment sur le plan économique. Parce qu'on ne peut pas oublier que vraiment le point de départ de cette situation exceptionnelle des violences à l'Est, c'est quand même d'abord et avant tout une guerre économique autour des ressources naturelles du Congo. Et donc, il faudrait que notre pays puisse inventer un autre mode de gestion de ses propres ressources, mettre en valeur ces ressources et ne pas faire en sorte que ce soit surtout les pays voisins qui en profitent. Voilà ce que je peux dire. Alors, professeur Rutshuru reste toujours sous occupation du M23, soutenu par le Rwanda, l'armée congolaise, venait d'activer sa force de frappe, visant justement quelques bastions du M23. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur les solutions idéales pour endiguer la crise qui frappe la partie est de notre pays. Quelles sont, pour vous, professeurs, les solutions idéales pour mettre fin à cette crise? Bon, il y a les solutions immédiates, mais il y a aussi des solutions à court terme et à long terme, à moyen terme et à long terme. Je pense que dans l'immédiat, il n'y a rien d'autre d'abord à faire si ce n'est en finir avec les hostilités au présent. Il faut que nous puissions retrouver complètement, donc reprendre totalement la maîtrise de notre territoire dans ses frontières. C'est un premier élément. Et tout de suite après, penser à continuer à investir, me semble-t-il, sur la formation de l'armée.
Et il n'est pas normal que, après 60 ans d'indépendance, nous soyons toujours en train de s'agiter autour de cette question. Vous savez que depuis les années 60, chaque fois qu'il y a eu une agression, on a toujours fait appel à des forces extérieures. Même au temps du président Mobutu, que ce soit les mercenaires, que ce soit la Légion étrangère française, que ce soit les Marocains. Bon, chaque fois c'est autre chose. Ou encore les forces de l'ONU, les casques bleus. Il faut donc que nous puissions avoir une armée forte à la mesure de la grandeur du pays et à la mesure des enjeux qu'il y a autour de notre pays. Je pense que c'est une exigence. Alors il y a des avis qui divergent dans tous les sens. Il y en a qui pensent que la RDC devrait faire la guerre directement au Rwanda. Il y en a qui sont pour la voie de la négociation. Comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, je dirais que... Sur l'option à prendre entre la guerre et la négociation. Oui, c'est ça. J'ai bien compris. Mais je dirais que la finalité de toute guerre, finalement, c'est la signature, je dirais, d'un traité de paix. Mais si vous êtes agressé, vous dites non, 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 je signe un traité de paix. En fait, vous ne signez pas un traité de paix, vous signez votre capitulation. C'est aussi un mode de gestion d'une crise, c'est de capituler. Et donc, dans l'immédiat, il me semble que le peuple congolais ne peut absolument pas accepter une capitulation. Et donc, il faut d'abord lutter, effectivement. Et on verra, on va arriver effectivement au stade de la paix après. Quelle attitude on devrait avoir envers la communauté internationale que l'on soupçonne, en tout cas les ONG de droits de l'homme et tout ça, qui soupçonnent la communauté internationale de ne pas jouer franc jeu dans cette affaire, dans la crise qui frappe la partie est de notre pays? Quelle attitude on devrait avoir envers cette communauté internationale qui fait pour certains preuve d'une certaine duplicité? Bon, vous savez, la communauté internationale à laquelle nous faisons partie, qu'est-ce qu'elle est? En fait, c'est une tribune, une vaste tribune. Chaque instance est censée être capable de se défendre, de s'expliquer, de faire de la bonne communication sur ces problèmes. Et donc, l'effort que nous devons faire, c'est dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas décréter d'emblée que voilà, tout le monde est contre nous. Non, non, non. Les gens sont contre nous dans la mesure où nous n'arrivons pas à faire prévaloir suffisamment notre point de vue. Et les autres ont un argument de poids. C'est qu'il y a eu le génocide en 1994 et la fameuse communauté internationale, spécialement l'Amérique du Nord et l'Europe, ont reconnu qu'elles avaient tous les moyens pour empêcher ce génocide. Cela n'a pas été fait. Donc il y a une mauvaise conscience globale. Et le Rwanda a joué pendant des décennies sur cet élément. Parce que être contre le Rwanda, c'est accepter qu'on a été dans les génocides, qu'on a été complice du génocide. Et donc chacun essaie de faire en sorte de montrer que non, nous sommes contre, nous étions contre le génocide. Voilà donc le fonds de commerce qui a fonctionné jusqu'ici. Et avec succès, je dois dire. Mais il faut reconnaître que la RDC a fait de la bonne communication. Depuis quelques années, il faut saluer les efforts, par exemple, du docteur Mukwege, expliquant le sens exact, l'origine des violences qu'il y a à l'Est. Et il faut saluer toute la communication du chef de l'État
faite ces derniers temps pour expliquer au niveau des enceintes internationales, spécialement lors de son dernier discours à l'ONU, la portée exacte de ce qui se passe. Et je pense que les choses commencent à bouger et à bouger sérieusement. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Vous êtes une éminence grise de ce pays. On aimerait justement avoir votre réaction pour résolver cette crise qui frappe l'Est de notre pays. Vous venez de parler du discours tenu par le chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies. Et on a l'impression que les lignes n'ont pas vraiment bougé. Il n'y a vraiment pas de pression qui sont faites sur le M23 qui continue à occuper le territoire de Rutshuru. Comment expliquer le fait que les lignes n'aient pas bougé malgré le fait que le chef de l'État a cité nommément le Rwanda en l'accusant d'agresser la RDC? Mais je pense qu'il faut regarder, il faut pas seulement regarder, il faut voir. Je crois que jamais on a été à une situation comme celle-ci où il y a de fortes condamnations du M23, pratiquement de toutes les instances internationales, que ce soit en multilatéral ou en bilatéral. Certes, il y a un problème, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, on n'ose pas citer le Rwanda. Ça ne devrait pas être suivi, professeur, des sanctions? Mais je pense que ça va se faire. Mais nous avons raison d'être impatients. Mais il faut savoir aussi que le monde international ne fonctionne pas avec la vitesse que nous croyons faire prévaloir sur ce dossier. Il y a des choses. Bon, figurez-vous que pour le moment où nous parlons, le Rwanda préside le Commonwealth par son président et que d'autre part, on peut dire aussi que le Rwanda préside l'Organisation internationale de la francophonie par son ancienne ministre des Affaires étrangères qui est la secrétaire générale. C'est des postures extrêmement importantes sur la vie internationale. Arriver à déstabiliser ça, à mettre ça en cause, ça ne se fait pas comme ça en l'espace d'un matin. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont en cours. Alors, professeur, je voudrais qu'on aborde la dimension historique de notre émission avec, en point d'orgue, quelques références. Parce que les téléspectateurs qui nous suivent voudraient comprendre effectivement d'où est parti ce conflit dont on parle aujourd'hui, qui oppose la RDC au Rwanda. Sur le plan historique, vous êtes un grand historien de ce pays. D'où est parti ce conflit entre la RDC et le Rwanda? Bon, c'est vraiment difficile de dire ça en quelques mots. Je peux dire qu'il y a bien sûr les causes lointaines, qui sont des causes permanentes, et puis il y a les causes plus récentes. Les causes lointaines, c'est toujours cette situation particulière de cette région dite des Grands Lacs. Vous savez que c'est la plus grande démographie en Afrique. Et au point que même les démographes et les géographes qualifient ça de bombe démographique. Et l'Afrique doit trouver une solution à comment désamorcer cette bombe, car c'est une véritable bombe. Et nous sommes des pays limitrophes, nous sommes un pays limitrophe. Donc, depuis des décennies déjà, depuis la période coloniale, nous vivons des retombées de cette situation singulière. Chaque fois qu'il y a eu des accords quelconques avec des groupes rwandais, que ce soit vers les années 64 dans les maquis de Laurent Désiré Kabila avec Che Guevara, que ce soit les accords de l'Emera, ou tout le temps, il y a chaque fois une clause sur la problématique de la démographie. C'est-à-dire, nous avons besoin des espaces
pouvez-vous nous donner des terres? Donc ça, c'est un problème permanent. C'est aussi un problème d'avenir. Tant qu'on n'aura pas résolu, tant que nous n'aurons pas apporté aussi notre contribution à la solution de ce problème, ça sera quelque chose qui risque toujours de rebondir. Alors, il y a évidemment les causes qui nous préoccupent pour le moment, c'est que pendant très longtemps, cette région a été considérée comme la région pastorale, agro-pastorale. On allait dans cette région pour le tourisme, pour la beauté des choses, pour l'agriculture. Ce n'est que vers la fin du siècle dernier que cette région a révélé sa nouvelle identité, qui était la région minière, la région où il y a énormément de ressources naturelles. Et donc, à partir des années 90, la problématique des ressources naturelles s'est invitée dans les dossiers et c'est à la base de toute la problématique des guerres que nous connaissons. Depuis d'ailleurs la guerre même qui a amené au génocide rwandais, jusqu'à, je dirais, la situation récente maintenant du M23. Alors, voilà en quelques mots. Y a-t-il des dates pour permettre, parce que l'objectif de l'émission, c'est aussi de permettre à la population de mieux cerner les origines, les contours de ce conflit. Bon, alors on peut donner quelques balises chronologiques. Bon, la première des choses est que lorsque, en 1986, Museveni prend le pouvoir en Ouganda, il a eu à utiliser fortement beaucoup, évidemment, des réfugiés rwandais se trouvant sur place, des réfugiés Tutsis qui avaient été chassés déjà depuis les années 59, lorsqu'il y a eu la grande révolution sociale, fameuse Toussaint rwandaise, quand Grégoire Kayibanda, le premier président du Rwanda, et tous les partis parmi Hutus, etc., ont mis de côté la royauté et donc les Tutsis. Donc toute l'aristocratie Tutsi a été chassée. Elle s'est retrouvée certes au Burundi, en Ouganda, mais aussi au Congo. Parce que ça, il faut le dire, nos premiers réfugiés étaient des Tutsis. Pendant des décennies, les Rwandais ici étaient des Tutsis. Donc ça, c'est un premier élément. Et déjà, dans le général Rwigema et Paul Kagame étaient déjà, Paul Kagame était dans les services des renseignements, le responsable adjoint des services de renseignement de Museveni. Donc tout est parti de là. Et puis lorsque Museveni a pris le pouvoir, ben, écoutez, ce que je peux qualifier de mercenaires rwandais ont commencé à poser problème. Le public ougandais a commencé à dire, mais écoutez, qu'est-ce que ces gens font ici? Pourquoi ils détiennent les postes clés de notre régime? Et Museveni s'est senti en devoir d'aider cette diaspora rwandaise à aller libérer, comme on disait, le pays, leur propre pays, et ce faisant être tranquille avec son opinion publique. Comment peut-on lier parce que vous avez parlé du génocide rwandais de 1994, comment peut-on lier ce génocide à la crise actuelle? Précisément, historiquement. Mais précisément, c'est ce retour des forces Tutsis qui aurait dû aboutir à la mise en œuvre des accords qui venaient de signer à Arusha avec le président Habyarimana. Ça n'a pas marché. On a voulu une solution de force. On a provoqué, n'est-ce pas, ces assassinats le 6 avril 1994 d'Habyarimana et de son collègue burundais, créant cette situation de violence qui a fait que finalement le pouvoir du FPR s'est mis en force et a pris la place
du pouvoir qui était en place. Donc un pouvoir, j'allais dire au départ, et d'ailleurs toujours jusqu'à présent, un pouvoir mono-ethnique, chassant les Interamwe, les FARC, les forces armées rwandaises, mais disons globalement toutes les forces Hutus qui étaient au pouvoir depuis le temps de Grégoire Kayibanda et ensuite poursuivi avec Juvenal Abiyarimana. Et donc nous sommes dans cette situation du pouvoir Tutsi qui est en place et qui ne veut pas du tout une négociation quelconque avec les forces Hutus. Et c'est ça toute la problématique avec le FDLR qui sert de prétexte à beaucoup de choses sur la RDC. Alors il nous reste très peu de temps. Je vous en prie. Oui, c'est vrai qu'on n'aura pas tout le temps pour prendre toute la matière historique parce qu'on en veut vraiment. Alors professeur, quelles leçons peut-on tirer de l'histoire? Parce que nous sommes au présent aujourd'hui. L'histoire peut nous servir quand même des références pour résoudre un problème dans le présent. Quelles leçons tirer? Mais vous savez, le général de Gaulle avait dit quelque chose de très important qui devrait nous inspirer. Il disait que la guerre permet d'accéder à un degré de table rase qui est inaccessible en temps de paix. C'est la guerre qui permet une remise en cause dans plusieurs choses. Nous avons dit que par la guerre, ça peut être justement une opportunité désormais pour se poser la question en ce qui concerne l'armée et résoudre le problème. Ça peut être aussi une belle opportunité pour résoudre le problème de l'économie et de la gestion des ressources naturelles. Le fait d'avoir décidé qu'il y avait une possible privatisation des ressources naturelles, des carrés miniers, chacun peut faire ce qu'il en veut. Voilà où ça nous a conduit, parce qu'il y a maintenant des multiples creuseurs et tous les pays voisins ont érigé des comptoirs. Il n'y a pas seulement les prélèvements qui sont faits au niveau des armées rwandaises, mais aussi des prélèvements qui sont faits parce que tous les creuseurs, les petits creuseurs, tous les petits commerçants, les intermédiaires arrivent à vendre tous ces produits chez eux. Il faudrait peut-être aussi réfléchir sur ça. Et d'ailleurs, c'est très important de couper tout le réseau mafieux qui font que toutes nos ressources naturelles sont prises en charge par les pays voisins. Ça, c'est important. Alors, professeur, votre dernier mot, on a terminé. Votre dernier mot. Mon dernier mot, ce sera le premier. Toute ma compassion, toute ma solidarité et tout mon soutien à tous les efforts qui sont faits actuellement sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan social, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir contribué richement à résolver cette crise qui frappe la partie centrale. Je vous en prie et je suis à votre disposition. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles au programme de Télé 50.